tout le temps, la peur, la peur, la peur. Et moi qui suis un grand spécialiste des jeux de pouvoir et des manipulations, je peux vous dire que la meilleure façon de manipuler quelqu'un, c'est de le maintenir dans la peur. Et c'est ce qui se passe depuis le 25 avril 2009. C'est que tous les jours, on vous parle d'une grippe qui n'existe pas. Donc ne me demandez pas à la fin de la conférence qu'est-ce que je peux faire pour me protéger du H1N1, vous n'avez rien à faire. C'est comme si je vous disais, il y a un feu dans la salle, buvez cette fiole de cyanure chacun, vous allez voir, vous allez être protégé du feu. Vous allez d'abord me dire légitimement, mais montre-le nous le feu. Après, on acceptera peut-être de boire le poison si on te fait confiance. Parce que, vous savez, il y a des études scientifiques très importantes, je n'ai pas les références ici, mais qui disent que quand on boit du cyanure dans un incendie, eh bien, on échappe à l'incendie. Si, j'ai les études chez moi. Hein. Je ne sais pas où elles sont, mais je les ai. Vous allez me dire, ok, d'accord, je veux bien te croire, à la limite, ça fait des années que je te connais, je sais que tu es honnête. Montre-moi le feu d'abord. Mais il est là le feu, mais montre-le-moi. Alors j'allume une allumette de temps en temps en disant, regardez le feu. Mais c'est une allumette. C'est ça qu'on fait. Vous savez, le foin qu'on a fait avec la deuxième vague qui s'en venait là, le 15 octobre. Et puis, il y a une brave dame qui a eu l'indélicatesse de mourir à ce moment-là, sur la rive sud de Québec. Et comme le disait un humoriste français, mourir, c'est un manque de savoir-vivre. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est une indélicatesse de sa part. Les médias se sont jetés sur cette femme, la pauvre, Dieu paie à son âme, je pense, en disant, regardez, la preuve que la deuxième vague s'en vient, une dame de 87 ans vient de mourir. Il y a eu un démenti hier disant, ah non, finalement, c'était pas H1N1, c'était une autre maladie, et non, finalement, c'est fausse alerte. Mais pendant une semaine, tout le monde a paniqué en disant, ça y est, la deuxième vague s'en vient. Alors on a recommencé le coup avec un jeune garçon de 13 ans qui, à Toronto, est mort dans des circonstances bizarres. Alors il y a des bruits qui courent comme quoi ce serait une méningite. Je n'ai trouvé aucune source officielle pour l'instant, mais pour l'instant on est en train de dire c'est du H1N1, et puis peut-être dans quelques jours on dira ah ben non, c'était pas du H1N1, c'était une méningite. Où est-ce que vous l'avez entendu que c'était une méningite? Ah, c'est une supposition de votre part. Ben oui, il y en a plusieurs qui m'ont écrit depuis ce matin en disant c'est probablement une méningite. Mais moi, je voudrais une source sûre, sinon je n'affirme pas les choses. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce jeune garçon soit mort d'une méningite ou soit mort des suites de la prise du Tamiflu, parce que ça, c'est aussi un beau phénomène, c'est que à certaines de mes conférences, il y a des espions de Santé Canada qui sont là. Alors, si l'espion de Santé Canada se trouve ici ce soir, je lui souhaite la bienvenue. Ben oui, mais ça, c'est de bonne guerre. On va regarder ce que dit l'ennemi pour adapter le discours. Remarquez que le discours de Poirier a changé depuis ma dernière conférence de Montréal. Poirier ne parle plus jamais et d'ailleurs les médias ne parlent plus jamais de Tamiflu lorsqu'il y a des gens qui meurent. Alors que j'avais relevé un certain nombre d'articles qui disaient que dans 50% des cas, la mort suivait de parfois 1 heure ou 2 la prise du Tamiflu. Tiens, comme par hasard, on ne parle plus de Tamiflu, plus jamais. Donc j'ai essayé de savoir si le jeune garçon de 13 ans avait reçu du Tamiflu avant de mourir. Ce serait intéressant de le savoir. Mais ça, on ne le sait pas. On ne sait plus. Quand j'ai claqué le bec à Poirier chez Richard Martineau, en disant que de toute façon, si le virus mutait comme on nous l'annonce depuis 3 mois et qu'il devenait plus virulent, le vaccin serait inutile. Est-ce que vous avez remarqué que depuis, M. Poirier fait des déclarations chaque fois en disant c'est pas que le virus est muté, mais il frappe plus de personnes. Vous voyez l'adaptation du discours? En 2 mois, il y a eu 4 messages contradictoires à propos des femmes enceintes.
Les femmes enceintes, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre avec adjuvant. Et puis, ah non, finalement, il y a un problème, on va vous donner sans adjuvant. Et puis, on leur a dit, ah ben écoutez, ils ne sont pas disponibles, donc prenez-le quand même, parce que la peur de la grippe est beaucoup plus grande que le risque que vous prenez pour un vaccin avec adjuvant. Donc prenez quand même. Et puis là, on vient de dire, ah ben non, on l'a commandé en Australie, des vaccins sans adjuvant pour les femmes enceintes. Rien que ça, ça ne devrait pas nous donner confiance. Rien que ça. Mais j'ai des centaines de cas qui devraient ne pas nous donner confiance. Donc je vais quand même faire mon travail ce soir d'information scientifique, d'information la plus rigoureuse possible, mais je vais quand même commencer ma conférence, après avoir présenté celle qui partage ma vie depuis 1 an à peu près, on se connaît depuis 2 ans et demi, et qui partage aussi ma vie professionnelle. Après cela, je vais quand même vous parler un peu de ce qui se passe actuellement, là, l'information de cette semaine, parce que je crois que ce qui se passe est extrêmement grave, et je pense qu'il se doit que vous devez, vous devez être au courant de ce qui se trame. Parce que peut-être dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce sera trop tard de se réveiller et de se dire, bon sang, j'aurais dû réagir plus tôt. Ce sera trop tard. Alors donc, je tiens à rendre hommage à Cyrine Benmamou, qui donc travaille sur ce dossier à temps plein avec moi. Et j'aimerais qu'elle se présente tout simplement pour que vous sachiez qui elle est, quel est son background universitaire également. Moi, je n'ai pas dit ce que j'avais comme background. Je suis physicien, philosophe et pédagogue. Et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'étude critique des pratiques médicales, ce qu'on appelle l'épistémologie des pratiques médicales. Alors Cyrine, à toi. Bonsoir. Donc, un certain nombre de vous me connaissent, puisqu'il y en a pas mal qui étaient là la dernière fois. Donc vous savez que je ne suis pas du tout une conférencière comme Jean-Jacques l'a été pendant des années. Je recommençais par le début, j'ai 35 ans, je vis à Montréal depuis 11 ans et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans des laboratoires de recherche ici, à Montréal, à l'Université de Montréal, à l'Université McGill pendant 5 ans et pendant presque 1 année à l'Institut de santé mentale, l'Institut Douglas, qui est un institut de recherche, où j'ai été coordonnatrice pour la Banque de cerveau du Québec. Et j'ai un parcours universitaire qui a commencé en Tunisie, puisque je suis d'origine franco-tunisienne. J'ai étudié à l'université les sciences naturelles, donc la biologie, la zoologie, etc., la géologie, pendant 4 ans, l'équivalent d'un bac. Et puis j'ai fait une maîtrise en écologie évolutive. J'ai aussi suivi un cours avancé en France en éthologie, donc qui est l'étude du comportement en génétique des populations. Et je suis venue au Québec pour étudier les neurosciences. Donc je me suis inscrite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui a un programme en recherche en neurosciences. Et j'ai fait mon doctorat aussi à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé en biologie cellulaire et aussi sur les mécanismes de mémoire. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour étaler mes diplômes, parce que honnêtement, c'est pas ça l'objectif, c'est pour vous dire un petit peu le parcours que j'ai fait au niveau universitaire, et pour vous dire que j'ai travaillé dans des laboratoires de recherche à temps plein, à 50 à 70 heures par semaine pendant des années. Et n'en déplaise à Poirier, Bolduc et compagnie, quand je lis des publications scientifiques, je les comprends et je sais de quoi je parle. Et j'ai quitté l'Institut Douglas au mois de mars dernier parce que je voulais me dédier à l'information du public. Parce que, bon, ça s'est fait aussi par le biais de Jean-Jacques que j'ai rencontré. J'ai été beaucoup inspirée par sa démarche de vouloir aider les gens à comprendre la santé, la science, etc., pour être le plus autonome et le plus en équilibre possible. Et comme je constate d'abord beaucoup de fraude scientifique et beaucoup de corruption, parce qu'il faut savoir que la recherche scientifique c'est financé en grande partie par les compagnies pharmaceutiques, et il y a de gros conflits d'intérêts aussi. C'est pas tout rose la science, hein. Je suis désolée de péter votre ballon comme on dit, mais il y a des choses extraordinaires qui se font en recherche, mais il y a aussi des choses dont on devrait être beaucoup moins fier.